Bienvenue aux internautes, tout d'abord. Désolé pour le petit retard au niveau de la diffusion de la vidéo, on a eu quelques soucis techniques qui, espérons, seront réglés. De toute manière, à partir de demain, vous pourrez retrouver cet atelier sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Juratic, bien sûr. Donc, je vais laisser faire la présentation sur la sauvegarde de données à Julien Escario de la société Asilog et à Jean-Claude Louis de la société Netmine. Tout au long de l'atelier, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions en direct sur Twitter avec le code #ATJTIC. Merci, bon atelier. Donc l'objectif de l'atelier, nous allons vous présenter en fait les différentes techniques et avantages des différentes sauvegardes de données afin de garantir au mieux les pertes de données au niveau des entreprises et aussi un peu les particules. Donc, les intervenants. C'est fait. C'est fait. Donc, lors de cette présentation, nous commencerons par une petite introduction, définition de quelques mots-clés au niveau sauvegarde. Nous allons présenter les grandes méthodes de sauvegarde existantes. Nous allons voir une petite définition des différents risques et des parades que l'on peut avoir dans une entreprise, donc les différents risques de perte de données et leurs parades. Nous allons revenir sur quelques prérequis et idées préconçues au niveau des sauvegardes. Nous parlerons un petit peu technique à la fin et nous finirons par une petite conclusion. Donc en introduction, nous savons maintenant que pour beaucoup d'entreprises, l'informatique est critique au sein même du fonctionnement de l'entreprise. Donc le souci est donc maintenant, pour garantir le fonctionnement de l'entreprise, c'est donc de garantir les données stockées au niveau du système informatique. Au niveau des définitions, nous allons commencer donc par quelques définitions. Déjà la RTO, qui est la durée maximale d'interruption admissible. Donc la RTO est en fait la durée sur laquelle on peut perdre de données. Par exemple, si une sauvegarde est faite tous les soirs, on peut considérer que si un gros problème survient, on risque de perdre jusqu'à une journée de données. Donc c'est... non. Attention, ouais, la RTO c'est l'autre. Voilà, je commence. Donc la RTO, en fait, la durée maximum d'interruption admissible, c'est-à-dire la durée pendant laquelle une entreprise peut se permettre de ne pas avoir d'informatique. Donc cette durée dépend de l'activité de l'entreprise, si elle est sur le web, si c'est une société qui est plus administrative ou des systèmes de production. Donc cette durée dépend vraiment de l'entreprise au niveau du fonctionnement. Après nous avons la RPO qui est, comme je le disais avant, c'est la durée maximale admissible au niveau de la perte des données. Donc cette donnée dépend aussi de l'entreprise et on va dire la durée qu'on peut perdre au niveau des données, c'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, au niveau des sauvegardes, si la sauvegarde se fait la nuit, on risque de perdre une journée de données, voire 12 heures. Donc c'est cette durée-là. Voilà, alors on a un petit schéma pour expliquer un petit peu tout ça. Donc on voit bien que si une sauvegarde se fait la nuit et qu'un incident intervient dans la journée, on voit qu'on aura une durée au niveau de la perte de données, donc la RPO. On voit ici que lors de l'incident, on n'aura pas de système informatique et cette durée-là sera donc la RTO. Lors de la reprise d'activité, généralement il y a un service dégradé qui se met souvent en place, donc sur serveur ou système de secours externe, et après on a une durée, donc le service redeviendra opérationnel après incident. Donc ces deux données sont importantes
puisqu'elle définit en fait les méthodes de sauvegarde qu'on va utiliser après. Si on veut un RPO relativement court, donc une paire de données donc minimale, ou comment dire, un temps de rétablissement minimal aussi, on privilégiera plus ou moins les différentes méthodes. Donc, alors, au niveau des deux grandes méthodes, je dirais, de sauvegarde qui peuvent exister aujourd'hui, on va distinguer essentiellement la méthode asynchrone, qui est l'idée de dire on fait une sauvegarde planifiée, donc à un instant T, ou toutes les X heures, toutes les X minutes, on va dire. Donc on va avoir un état de la sauvegarde à minuit, à 2 heures du matin, à voilà, un moment dans la journée. Ça implique forcément, effectivement, au moment de la restauration, au moment de la perte de données et du besoin de restauration, on va automatiquement encaisser la totalité du RPO et du RTO. C'est deux données qui peuvent être définies un petit peu en fonction des besoins de l'entreprise, je dirais. Et information importante, cette donnée-là, cette sauvegarde-là qui est faite, doit obligatoirement être sortie de l'entreprise. On verra après un petit peu, on a un tableau récapitulatif, on verra pourquoi. L'autre donnée, bien évidemment, c'est la notion de données synchrones, de sauvegarde synchrone. Alors on ne parle plus trop de sauvegarde, on préfère parler de réplication, puisqu'en fait on va faire une sauvegarde au fil de l'eau, on va prendre une donnée qui est écrite sur un disque dur à un instant T, va être répliquée de manière quasi immédiate, à quelques millisecondes près, voire secondes près, répliquée sur un autre système informatique. L'avantage de ce système-là, c'est qu'on annule quasiment la RTO et le RPO, puisqu'on est capable de démarrer sur un second système qui vient faire la réplication en continu du premier. On est capable de redémarrer sur un second système. Alors soit on démarre de manière automatique, et là on a quelque chose qui est vraiment très proche de zéro, soit il y a une intervention manuelle qui peut impliquer quelques minutes, on va dire, de retour en arrière sur la sauvegarde, en tout cas de la disponibilité du système informatique. Petite subtilité de cette chose-là, c'est qu'elle ne dispense pas justement de la sauvegarde asynchrone. Tout simplement parce que quand on fait une réplication en temps réel, si on se retrouve dans le cas où un utilisateur vient supprimer un fichier, ben instantanément on réplique la suppression du fichier. Donc on perd le fichier sur des deux côtés, ce qui veut dire qu'il faut automatiquement une sauvegarde asynchrone qui vient se faire à intervalles réguliers de façon à pouvoir revenir un tout petit peu dans le temps. Je continue ? allez, vas-y. Allez, je continue, t'en as fait plein. Donc, on a fait une petite évaluation des différents risques qui peuvent exister au niveau des sauvegardes, enfin au niveau des risques de perte de données et des différentes parades existantes. Donc, on a repris un petit peu notre logique de sauvegarde-réplication, hein, donc toujours asynchrone, synchrone. La première qu'on a identifiée, qui est quasiment la plus courante, je dirais, en tout cas pour les gens qui ne se sont pas posé la question de la sauvegarde, c'est la casse matérielle. C'est un ordinateur portable qu'on perd ou qu'on laisse tomber, ou tout simplement le disque dur qui vient lâcher, parce que le disque dur d'un ordinateur étant une pièce d'usure, ça a une durée de vie qui varie entre grosso modo 2 et 5 ans. Donc face à ce type de perte de données, et ben, ce qui est important, c'est déjà de sauvegarder, quand on fait de la sauvegarde, c'est de bien sauvegarder les données, mais aussi de penser à l'état du système, à toute la configuration qui a été faite autour. Tout simplement parce qu'une donnée toute seule, par exemple sur un serveur qui partage des documents avec l'extérieur, on pourrait avoir la donnée, mais si on n'a pas la configuration qui permet de créer le partage, les données sont inaccessibles. Donc il faut penser effectivement à sauvegarder l'état du système, la configuration du système d'exploitation qu'il y a dessous. De plus, un système peut être très long à remettre en place. Certains serveurs mettent plus de 2 jours à configurer. Donc si on veut le reconstruire, il faut au minimum 2 jours pour reconstruire le système avant de mettre les données dessus. Voilà, suivant la complexité du système, effectivement, ça peut créer des délais plus ou moins longs, ouais, tout à fait. En matière de réplication, dans ces cas-là, bah, c'est plus ou moins intrinsèque à la réplication, c'est-à-dire que si on fait une réplication à un instant T, ça veut dire qu'on a automatiquement 2 matériels en production sur site, ou en tout cas au maximum décalé, on va dire, physiquement. Donc effectivement, comme il y a une duplication du matériel, eh ben, il suffit éventuellement de refaire un petit peu quelques câblages réseau pour venir pointer sur le nouveau matériel, de changer quelques adresses de serveurs et choses comme ça, et on repart quasi immédiatement. C'est l'intérêt principal, c'est ce genre de casse matériel qui est l'intérêt principal de la sauvegarde synchrone.
Ensuite, le deuxième problème qu'on a identifié nous, c'est une erreur humaine ou un bug logiciel. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ce soit un logiciel ou un être humain vient effacer une donnée, supprimer un fichier, corrompre un fichier, parce que finalement le fichier est tout aussi inutilisable que s'il avait été supprimé. Pour ça, quand on fait de la sauvegarde, il faut effectivement obligatoirement avoir une notion d'historique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir la dernière version, si on a fait une sauvegarde à minuit, garder que cette sauvegarde qui s'est faite à minuit. Il faut être capable de remonter dans le temps. Pourquoi? Parce que ces pertes de données-là, intrinsèquement, on ne va pas forcément s'en rendre compte immédiatement. Vous avez un utilisateur qui va supprimer un fichier au fin fond d'un répertoire de données, etc. Vous pouvez vous en rendre compte plusieurs semaines, et c'est un cas vécu, plusieurs semaines plus tard. La donnée était critique, mais on s'en rend compte des fois trop tard. Donc il faut de préférence avoir une historique plus ou moins longue, parce qu'évidemment plus on va garder d'historique, plus on va consommer d'espace disque, enfin d'espace pour stocker les historiques et la dernière version. Pour la réplication, comme je vous l'ai dit juste avant, ça ne fonctionne pas du tout, et c'est pas fait pour ça. Et c'est la raison pour laquelle je vous disais juste avant qu'il faut garder une sauvegarde asynchrone en complément, parce qu'effectivement, un logiciel qui vient, au moment d'enregistrer, typiquement classique, au moment d'enregistrer une feuille Excel, on se rend compte que Excel a eu un bug, nous enregistre une feuille qui n'est pas conforme. Alors déjà, il va falloir avoir l'opération de rouvrir cette feuille Excel, ça peut arriver effectivement relativement longtemps après, et quand on fait de la réplication, instantanément, le fichier corrompu est répliqué. Donc, y compris sur le deuxième système, on ne retrouve pas notre fichier. Et le troisième grande famille de pertes de données, on va dire, c'est tout ce qui est environnemental. Oui, je viens de le dire. Tout ce qui est environnemental, donc effectivement, dégâts incendie, dégâts des eaux, le vol, et ce qui revient le plus souvent des différents problèmes environnementaux, c'est les dégâts électriques. J'ai eu personnellement le cas d'EDF qui nous rebranchait du 400 volts à la place du 230, je vous assure que c'est mortel pour l'ensemble de l'informatique, ça. Si, c'est vécu dans mon village. Pareil aussi, vécu chez un client. Ouais, voilà, absolument tout qui est détruit au niveau électrique. En général, heureusement, s'il y a un onduleur, c'est l'onduleur qui va prendre, mais ça arrive quand même des fois à remonter. Et puis sinon, on a le cas classique de la foudre, on arrive bientôt en été, le coup classique de la foudre, qui lui, rien n'arrête de manière certaine la foudre. Pour avoir des petites prises parafoudre et des choses comme ça, ce qu'il faut savoir, c'est que ça protège dans X% des cas, X variant entre 70 et 95, pour être grosso modo, suivant la technicité de l'appareil, mais ça protège jamais à 100% des dégâts. Et puis pour ce qui concerne la réplication, on a une difficulté à ce jour, c'est quand on fait de la réplication, chaque donnée qui est écrite doit être répliquée, donc forcément on génère des flux entre la source et son réplica qui sont relativement importants. Ça dépend effectivement de la fréquence à laquelle les choses changent, mais typiquement pour ceux qui enregistrent un fichier de données Outlook sur un serveur. Vous avez un partage réseau, Outlook, le fichier de données n'est pas enregistré sur votre poste, il est enregistré sur un serveur. C'est relativement courant comme concept. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque fois que vous allez recevoir un email, vous allez retransmettre au travers de la réplication l'intégralité du fichier de données Outlook. Ça peut atteindre plusieurs gigas. Donc généralement, ce genre de choses se passe donc quand on fait de la réplication, on le fait généralement au sein d'un bâtiment, de préférence on en met un à chaque bout du bâtiment, ou pour ceux qui ont la chance d'avoir plusieurs bâtiments et une connexion relativement importante entre deux bâtiments, on les fait sur deux bâtiments, c'est une condition quasi idéale, mais si on veut le faire vraiment à distance, c'est-à-dire typiquement respecter les normes bancaires qui imposent 400 km de distance entre la source et son réplica, on atteint des coûts en termes de bande passante et d'accès à Internet qui explosent, et quand on parle de ça, on parle évidemment automatiquement de fibre optique, puisque même sur de la SDSL, on est vite limité. C'est quelque chose qui arrive petit à petit, on augmente les débits, on s'est compressé de mieux en mieux, on s'est travaillé de plus en plus dans le détail quand on synchronise les choses et ne synchroniser que ce qui est vraiment indispensable, mais on n'y est pas encore, je dirais, pour le commun. Je t'en prie. Donc au niveau des préconçus, on va dire, souvent les gens ont trop l'habitude de penser que parce qu'ils ont un règle logiciel, ils sont protégés. Alors il faut bien penser en fait qu'un règle logiciel n'est pas une sauvegarde.
c'est une réplication. Donc on a vu que la réplication n'était pas adaptée dans tous les cas, notamment en cas de problème humain. C'est-à-dire que si quelqu'un effectivement supprime un fichier, involontairement ou voire volontairement dans le cas de nuire, si on veut nuire, là les données sont définitivement perdues, puisque sur le même serveur, le fichier sera sauvegardé, sera supprimé sur les deux disques, et donc là, quasiment impossibilité de récupérer les données. Deuxième chose aussi, parce qui arrive quand même relativement souvent, c'est le système de fichiers qui prend un coup dans les gencives suite à une coupure électrique ou un problème assez commun d'erreur disque sur les serveurs. Et du coup, le système de fichiers, lui, prend un coup. Il faut reconstruire quand même le fichier, mais sur les deux disques en même temps. Donc là, dans ce cas-là, on n'est pas protégé. Deuxième chose aussi, le RAID, c'est un problème qui est interne au même serveur. C'est-à-dire que si un autre élément du serveur se casse la gueule, type grille comme la carte réseau par exemple, carte mère, alimentation, un problème de mémoire ou ainsi de suite, on n'est pas protégé du tout. Le cas d'une réplication en réseau avec doublement du matériel, c'est-à-dire un deuxième serveur, là nous protège de ce type de problème. Deuxième chose aussi, le RAID, si le contrôleur de disque dur a un problème, c'est très très dur de reconstruire les données, surtout si on n'a plus de garantie matérielle et qu'on n'arrive pas à retrouver le même contrôleur. Pour la petite histoire, il m'est déjà arrivé d'avoir une carte contrôleur de la même marque et du même modèle en RAB, la carte initiale a grillé, et avec la même carte contrôleur, avec le même marque, etc., donc sa copie conforme, on n'a jamais réussi à retrouver les données. Heureusement qu'on avait la sauvegarde. Ouais. Une petite question, quand on est justement en réplication, il ne peut pas y avoir un système, comme parfois quand on met des trucs à la poubelle et que vous faites vider la poubelle, il vous demande toujours: êtes-vous sûr de vouloir bien supprimer ces éléments? Il ne peut pas y avoir ce système-là qui fait que la suppression ne se fait pas automatiquement. Il faudrait l'accord de, je ne sais pas comment il faut dire, de l'intervenant. Alors quand on parle de réplication, on parle de vraiment réplication en mode bloc, c'est-à-dire que tout octet écrit d'un côté est écrit de l'autre. Oui. Et à ce niveau-là, quand on travaille en mode octet, la corbeille, elle va travailler en mode fichier, c'est-à-dire qu'elle va dire tel fichier a été supprimé, je le mets dans la corbeille au lieu de le supprimer définitivement. Sauf qu'effectivement, comme on travaille déjà en dessous de ce système-là, de façon à être totalement agnostique pour ce qui peut se passer au-dessus, de façon à pouvoir répliquer aussi bien du Windows que du Linux, etc., le système va répliquer. Alors on peut avoir très bien une corbeille locale, et on va répliquer la corbeille, c'est possible aussi. Mais la corbeille, c'est pas tellement le problème du système de réplication, et il n'y en a quasi aucun qui s'en préoccupe, même sur du DFSR en Windows ou des choses comme ça. La corbeille, c'est vraiment c'est vraiment le problème du système d'exploitation ou du système de fichiers à l'intérieur du système d'exploitation en fait. Quand on fait la réplication, on travaille en mode bloc et on réplique tel quel sans s'inquiéter de savoir ce qu'est l'octet, on va dire, qu'on réplique. Donc ça pourrait être un fichier, ça pourrait être une base de données, ça pourrait être plus ou moins n'importe quoi sans qu'on s'inquiète de la corbeille. Et aujourd'hui, je ne connais pas de système qui sache faire de la réplication en analysant en même temps ce qu'il réplique et être capable de... Deuxième chose, il y a une question de quantité. Si vous mettez une réplication par exemple sur un système à 100 voire 200 utilisateurs, moi je sais que les systèmes de réplication tournent facilement à plus de 20 mégabits seconde. Vous imaginez sur la journée ce que ça représente en volume. Dedans, si vous demandez toutes les suppressions, c'est beaucoup, et donc le système est pas très cohérent et ça ne fonctionne pas beaucoup. C'est effectivement, comme le dit Julien, un problème d'une autre couche de l'informatique. Voilà, donc avec des corbeilles réseau, des choses comme ça. Mais et la sauvegarde. Et la sauvegarde. Ouais. Voilà. Deuxième chose, on a un problème, c'est que souvent on sait qu'on a une sauvegarde, on sait qu'on a des systèmes de secours, mais on n'a jamais écrit comment les utiliser. En plus, c'est des choses qu'on utilise assez peu souvent, et quand on les utilise, généralement, c'est un peu comme les plans d'évacuation et ainsi de suite, on est dans des situations, on va dire, de stress assez intense. Donc, ce chose-là, en général, il vaut mieux écrire les procédures à un moment donné, quand on les a testées, qu'on les a écrites, qu'on les a mises en place, surtout que les personnes qui les ont mis en place ne sont pas toujours les personnes qui vont les utiliser en cas de gros problèmes.
Imaginons qu'il y ait un changement d'informaticien ou que ce soit une société externe qui l'a fait et c'est l'informaticien local qui doit faire le plan de reprise. Là, effectivement, si c'est pas écrit, c'est pas toujours simple. Surtout qu'on vous l'a montré, un incendie, les sauvegardes ont été faites, mais le jour, avec le stress, on risque de faire des très mauvaises manipulations. Notamment, je pense, dans une réplication, démarrer le mauvais serveur et perdre toutes les données qui ont été faites pendant la période de coupure. Donc ça peut être des choses assez dangereuses. Deuxième chose aussi, qu'on ne se rappelle pas, on peut perdre du temps. Donc, vaut mieux écrire ce qu'on appelle un plan d'action en Catalan, le plan de reprise d'activité, qui est simplement une procédure pour quelques pannes, et les procédures, voir les numéros à appeler, ces choses-là, les choses à tester et à redémarrer en cas de besoin. Et à tester et à valider régulièrement. Voilà. Donc, comme disait Julien, effectivement, vaut mieux, comme tout système de secours, je pense au système des groupes électrogènes et ainsi de suite, la bonne pratique est de tester que le système fonctionne. C'est le cas dans tous les systèmes critiques, je pense aux hôpitaux, ou ainsi de suite, data center, ou ainsi de suite, où généralement on coupe le courant pour vérifier que les systèmes de secours fonctionnent correctement. Donc, dans notre cas, il vaut mieux effectivement de temps en temps vérifier que la réplication marche et que les systèmes de sauvegarde fonctionnent aussi, voire qu'ils sauvegardent tout. Parce que c'est pareil, les activités changent et des choses ont pu se rajouter dans les données à sauvegarder et ne sont pas sauvegardées, ou des nouveaux systèmes sont apparus, ne sont pas forcément été pensés. Donc les exercices de récupération sont des bonnes pratiques à faire pour être sûr que le plan a été bien écrit, et deuxième chose, tout fonctionne correctement. Donc, dernière chose aussi à faire régulièrement, c'est de vérifier que les sauvegardes se font. Parce que de nombreuses fois, ça nous est arrivé aux deux, de nombreuses fois, que pour une raison X ou Y, un disque dur USB mal branché, on va dire un problème de coupure réseau, un espace disque insuffisant, pour plein de raisons, les sauvegardes ont tendance à s'arrêter. Enfin, et en matière de réplication, le synchronisme entre les deux serveurs peut très bien s'arrêter aussi. Enfin, il y a un millier de raisons possibles. Voilà. Donc il faut absolument surveiller les messages renvoyés par les systèmes de sauvegarde pour être bien sûr que tout se fait. Deuxième chose aussi, et prendre plutôt des systèmes qui ont un mode rappel, c'est-à-dire que si la sauvegarde ne s'est pas faite, qu'on le sache. Parce que beaucoup de systèmes envoient un mail, par exemple, si la sauvegarde se fait mal, ou la sauvegarde se fait, mais il y en a beaucoup qui n'envoient pas de mail si la sauvegarde ne se fait pas du tout. Par exemple, pour une tâche planifiée qui a été oubliée, qui a été supprimée. Ou c'est exécuté sur un serveur qui a été réformé. Voilà, plein de choses comme ça qui font que la personne, ne recevant pas de mail, oublie qu'il y a la sauvegarde, et puis derrière, le jour où il y a besoin, on s'aperçoit qu'on a des sauvegardes qui datent d'un mois, 2 mois, et là c'est la catastrophe. Donc, le problème étant que les sauvegardes sont quelque chose de, par nature, très routinier, et que forcément... Dernière petite chose, surtout ne pas oublier les bases de données, parce qu'on s'est aperçu que généralement, à part la pratique, on pense bien à sauvegarder les fichiers Excel, les fichiers personnels, et ainsi de suite, mais les bases de données, de temps en temps, on oublie qu'elles sont sur un autre serveur, ou ainsi de suite, on ne sait pas trop où elles sont, donc on oublie de les sauvegarder. Petite chose, Julien, précision. Non, je pense, enfin, le cas typique, c'est les ERP. Les ERP tournent avec une base de données derrière, c'est des fois sur le même serveur ou des fois sur un autre serveur. Et effectivement, on pense à sauvegarder tous les fichiers de l'ERP. Le jour où on veut restaurer, ah oui, mais la base de données, elle est où? Ben, on n'a pas. Et autant vous dire qu'il n'y a plus rien dans l'ERP, quoi. Vous avez un bel ERP qui fonctionne, mais qui est vide. Un peu de technique, un tout petit peu plus. Choix du média pour faire de la sauvegarde, je pense notamment à de la sauvegarde
qu'on ferait de manière interne et sans, enfin voilà, qu'une petite TPE voudrait faire elle-même toute seule. Elle va se poser la question de savoir si elle sauvegarde sur quoi, sur disquette. On va dire que j'ai encore vu un exemple il n'y a pas très longtemps. Il y a des systèmes qui tournent encore avec de la disquette. Essentiellement des Mac d'ailleurs, je ne voudrais pas dire le mal des Mac. Très traditionnellement aussi, il y avait effectivement la sauvegarde sur bande, qui avait l'avantage à une époque où le disque dur était tout petit d'offrir des capacités très importantes. C'est gentiment en train de mourir, tout simplement parce que les bandes, c'est pareil, c'est inconsommable. Ce que les gens oublient souvent, c'est qu'une bande, ça dure à peu près 6 mois. On la fait tourner sur 2 ou 3 bandes par exemple. Au bout de 6 mois, il faut la jeter et en racheter une. Mine de rien, ça finit par faire des sous. Plus des histoires de qualité de bande, etc. Donc c'est pareil, une sauvegarde sur bande. Le truc indispensable, c'est de tester la capacité de restauration de manière très 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 régulière. Ou alors passer sur un autre système. C'est très lent. En plus, c'est très lent, oui, mais après, sur de la sauvegarde asynchrone, la lenteur n'est pas toujours un paramètre. Effectivement, ça peut être le cas, mais c'est pas forcément le truc indispensable. Après, les clés USB, la taille des clés USB explose, donc on voit gentiment des gens qui commencent à sauvegarder sur clé USB. J'ai envie de dire pourquoi pas. Attention, une clé USB, ça se perd très vite. C'est relativement robuste, encore que c'est un nombre de cycles d'écriture qui est limité autour de, aujourd'hui on est entre 2 et 5000 quoi, grosso modo écriture, avant de devoir jeter une clé USB, enfin on commence à avoir des erreurs de lecture après derrière. Donc c'est pareil à tester de manière relativement régulière. Petite chose, Oui. la clé USB, ne pas la laisser dans la sacoche de l'ordinateur portable, parce Oui. que si on se la fait voler... Alors ça évidemment c'est valable pour tout, pour tous les différents médias amovibles je dirais, qui est qu'effectivement il ne faut pas stocker le média avec la donnée quoi, obligatoirement. Le disque dur externe qui a ma préférence aujourd'hui pour des systèmes de sauvegarde simples, sauf que quand on parle de sauvegarde sur disque dur externe on ne parle pas d'une copie des fichiers sur le disque, on essaie de mettre, il y a des petits logiciels, y compris gratuits qui existent, qui permettent de faire une sauvegarde incrémentielle, différentielle, on en parlera après, mais des différentes, faire une sauvegarde qui a un historique, très important toujours. Encore une fois, le disque dur, je dis externe parce qu'ils ont des petites protections contre les chocs, etc. Mais attention, ça reste relativement fragile, un disque dur qui tombe, c'est un disque dur qui est mort, pour ainsi dire, un peu de choses près. Les DVD, pareil, c'est relativement intéressant, c'est relativement coûteux, mine de rien, parce que on en fait un à chaque sauvegarde. On fait une sauvegarde complète, la taille est limitée, on va dire qu'on arrive aujourd'hui à quoi, 8 Go si on fait du double face, quelque chose comme ça. 8 Go, ça fait vite limité compte tenu des volumes de données qu'on manipule aujourd'hui. Tu dirais 5 ? Non, je suis tout à fait d'accord pour les volumes. Tu peux utiliser du réinscriptible. Ça Éventuellement. Pareil avec une durée de vie qui est quand même limitée. qui est relativement limitée. Je sais pas combien c'est, mais ça doit être 50 ou 100 écritures, quelque chose comme Ouais, ça. ouais. Bon, ça fonctionne, c'est pas pire. En une ligne sur Linux, tu fais une commande qui efface, qui inscrit, ça marche bien. Oui. Par contre, DVD, j'aurais tendance à dire c'est plutôt pour l'archivage. Oui. Vous allez peut-être en parler après de l'archivage. d'ailleurs. Non, on n'a pas voulu rentrer sur la notion d'archivage parce que quand on parle d'archivage, on peut aussi parler d'archivage légal et là Oui, il y a toute tout en une plus. dimension. Oui, il y a un faux ami là, on est d'accord. Et on part pas sur les GED, ou les systèmes d'archivage. Oui, voilà, oui. Et autre souci du DVD, notamment pour l'archivage, c'est que ça s'efface au contact des UV. Absolument, Donc, c'est rangé à l'abri du feu, à l'abri de la lumière, Voilà, dans à un l'extérieur coffre du site. bien caché, etc. Et même avec ça, ça a une durée de vie, parce que ça s'oxyde aussi avec l'oxygène. Ça a une durée de vie, je sais pas, en prenant vraiment soin, au bout de 3 ans, je dirais qu'il faut plus espérer remettre la main sur les données. Bon, 3 ans, déjà, quand une boîte est obligée de revenir 3 ans en arrière sur ses données, c'est qu'il y a déjà quand même un gros souci. Il ne faut pas compter dessus. C'est susceptible de fonctionner, mais effectivement, il ne faut plus compter dessus. Voilà, c'est ça. Au bout de 3 ans, il ne faut plus compter dessus. Ouais. Je dirais peut-être même, plus compter dessus 2, 3. Ça dépend aussi de la qualité du DVD. Encore une fois. Comme les clés USB. Comme les clés USB. Ouais, très variable les clés USB en qualité. Ouais. Voilà, alors est-ce qu'ils vont nous inventer des nouveaux médias? Moi j'ai quelqu'un qui m'a contacté pour me vendre des DVD qui sont, alors, je sais pas quoi, en pierre de machin, etc. Qui est censé être garanti archivage 50 ans.
Bon, j'ai pas encore eu le temps d'essayer, j'en ai fait un, mais voilà. J'ai pourtant bien essayé de le mettre dehors dans un sachet plastique, sous la pluie, le soleil et autres. J'arrive encore à lire les données, donc j'ai pas mal, mais... Là, on touche à une question qui est intéressante aussi, c'est la durée de vie de la donnée, c'est bien, la durée de vie du support de la donnée, c'est bien, mais dans 50 ans, est-ce qu'on aura encore le logiciel? Sans parler du besoin, hein, mais la durée de vie du format. Voilà, la durée de vie du format, Ouais, qui fait partie de la question. Enfin, ça en fait partie, je te demande pas de réponse, parce qu'on n'a pas non, mais c'est fait partie de la réflexion, ouais, tu fais bien de le soulever. Dans les systèmes d'archivage, normalement, il est prévu au niveau de l'État, par exemple, où on garde l'ordinateur et le système à côté pour relire les sauvegardes en même temps. Bon, là, on n'est pas dans ce cas-là. Deuxième chose aussi, généralement, maintenant, quand ils migrent tout leur système, parce que là, le système d'archivage, forcément, il a une durée de vie et il change, il change déjà tous les formats, il passe tous les formats. Ça fait partie du chantier. Ça fait partie des chantiers. Maintenant, il l'intègre automatiquement. Parce que généralement, un format passe facilement en héritage. Hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas facilement passer d'un format ancien à un format nouveau. Le nouveau format à l'ancien, c'est beaucoup plus aléatoire. L'exemple type, le cas d'école en la matière est en Works. Oui. Plein de données Works encore qui traînent dans des disques durs à droite à gauche et qui sont illisibles parce que plus personne ne sait lire du Works. Voilà. Et les logiciels de compta aussi, hein. Il y a une quantité dans les années 80 qui ont été écrits, qui étaient des logiciels internes aux sociétés. Voilà, ouais, des spécifiques. Des spécifiques, des choses qui étaient très très puissantes pour l'époque, hein, mais donc qui étaient programmées avec des langages de programmation qui aujourd'hui sont plus accessibles. Que plus personne ne connaît, et puis de toute façon les logiciels sont complètement... Donc dans ces cas-là on se dit on va garder une version du logiciel avec la sauvegarde, ça, sauf que le logiciel qui tournait sous MS-DOS 6.2, il est installé sur du Windows 8.1, bon courage. Donc c'est le même genre de... ça fait partie de la réflexion effectivement par rapport à la durée de vie de tout ça. Mais est-il nécessaire de garder ces données 50 ans? Ça fait aussi partie de la question. Il y a des métiers pour lesquels la réponse est oui, mais pas beaucoup. Ouais, tout à fait. Petite chose, il existe des nouveaux formats qui sont un peu hybrides, c'est-à-dire c'est des disques durs de portable qui sont à l'intérieur de petites cassettes qui s'utilisent comme des bandes. Donc ça a l'avantage de pouvoir se transporter facilement, donc avec l'avantage de la bande où on pouvait facilement la mettre dans un sac ou l'emmener, et en même temps la puissance du disque dur puisque c'est un disque dur de portable. Oui, c'est des cassettes de disque dur. C'est des cassettes de disque dur, c'est entre les deux, ça n'a pas les désavantages de la bande, mais ça a son côté pratique. C'est hybride, c'est entre les deux. Oui, pareil au niveau des disques durs, on a aussi la notion de disques SSD, qui eux n'ont plus de notion de résistance au choc ou choses comme ça, parce qu'il n'y a plus de tête de lecture, il n'y a plus toute cette mécanique à l'intérieur. Mais en contrepartie, on perd en termes de nombre de lecture-écriture, enfin essentiellement en termes d'écriture, nombre d'écritures possibles sur le disque. Bon, avec des SSD modernes, on arrive gentiment à des possibilités qui sont de l'ordre de 200-300 000 écritures sur le disque dur. Ça commence à devenir raisonnable, quoi, on va dire. Hein. Pour une sauvegarde quotidienne. Et sans pousser les trolls, aujourd'hui, après quelques années de diffusion de ces disques durs SSD, quel retour vous en avez? Plutôt fiable? Plutôt mieux, plutôt aussi bien, plutôt moins bien que les disques durs mécaniques de bonne qualité? Aujourd'hui, ça coûte un tel prix. Enfin, ça chute évidemment dramatiquement, mais jusqu'à encore récemment, des disques SSD, nous on les utilisait uniquement pour faire des caches en lecture et en écriture. Donc c'est-à-dire c'était des données voilà, qui étaient stockées temporairement dessus, qui permettaient d'accélérer les disques durs traditionnels. Donc on a peu de stockage réellement sur du SSD, c'est très récent. Chez nous, ça a 6 mois, quoi, grosso modo, et c'est essentiellement pour des applications type base de données, choses comme ça. Sur 6 mois, sur une quinzaine en prod, on n'a pas de retour pour l'instant. Pareil, on a 100% de fonctionnement. Pareil. Voilà. Par contre, c'est frais. C'est vrai qu'on les met beaucoup en RAID aussi pour éviter les problèmes d'écriture. Aujourd'hui, voilà, c'est vrai que sur des systèmes serveurs, mettre du RAID, c'est un coût qui devient tellement négligeable que... Mais enfin, même du RAID, de toute façon, on en aurait changé si tu veux. Mais les disques sont petits, donc effectivement, ça se limite à de la donnée très rapide. Donc effectivement, typiquement, à la base de données ou du cache, des choses très rapides. Donc c'est encore limité, généralement, il y a un disque dur SSD, et à côté, il y a un disque dur classique pour le reste des données. Et on mixe les deux. Voilà, parce qu'ils sont quand même petits. Hein. C'est vrai que... moi, je monte à 1 Tera maintenant.
1 Tera sur du SSD, mais il faut être prêt à y mettre 500 €. Quoi. Voilà, ça fait quand même cher. Je te laisse faire. Voilà. Volontiers. Je m'y perds à chaque fois là-dedans. Donc en fait, après, on a donc les différents types de sauvegarde. Alors, il y a plusieurs méthodes pour sauvegarder des fichiers. Donc la plus commune est la complète. La complète, c'est en fait une simple copie des données. On s'amuse donc à prendre les données existantes et on les copie telles quelles, en entier, sur le média que l'on choisit, donc disque dur, bande, ainsi de suite, qu'on utilise, disque dur. Donc cette sauvegarde à la vente est relativement simple à mettre en œuvre, c'est des logiciels très simples qui le font, mais elle est longue, forcément, puisque on recopie toutes les données. On comprend très bien que, par exemple, pour la sauvegarde externalisée, ces systèmes sont énormes, parce que si on a 20 gigas à sauvegarder, il y a 20 gigas qui partent sur Internet, donc la nuit, ça passe la nuit. On va dire sur un ADSL classique, il faut une nuit pour sauvegarder 20 gigas. Des sociétés, il y a beaucoup de sociétés qui sont bien au-delà des 20 gigas à sauvegarder. Donc, d'autres types de sauvegardes existent. Donc, les sauvegardes incrémentielles, décrémentielles ou différentielles. On va prendre la différentielle qui est la plus simple. En fait, elle a été beaucoup utilisée sur les bandes. La bande étant un média relativement lent à l'écriture, c'était toujours un peu embêtant donc sur les bandes de recopier la totalité des données. Surtout qu'en plus, ça avait tendance à les abîmer. Puisque, pareil, une bande, on a tous eu des cassettes qu'on lisait beaucoup, puis au bout d'un moment, ou des DVD, des VHS. Oui. Des bandes VHS dans le magnétoscope qui au bout d'un moment étaient totalement illisibles puisque la bande s'était abîmée. Donc ce qu'on faisait, qu'on fait toujours dans certains cas, c'est-à-dire qu'on ne copie que les différences. En fait, on ne copie que les fichiers qui ont été modifiés entre la sauvegarde qui est présente, le fichier qui est présent sur la bande et le nouveau fichier qui est présent sur le disque dur. Donc c'est ce qu'on appelle les différentiels, et on ne copie que les différences. De ceci est née une troisième méthode qui est la méthode incrémentielle. Alors qu'est-ce que la méthode incrémentielle? L'idée est de dire qu'on fait un mix des deux, c'est-à-dire qu'à un certain intervalle, on fait une sauvegarde complète des données. Mais qu'entre-temps, par exemple une fois par semaine, c'est très utilisé par exemple sur les systèmes de sauvegarde de type Exchange, pour les serveurs de Exchange par exemple, où on fait une sauvegarde donc complète du système tous les week-ends, par exemple. On a le temps, donc on sauvegarde la totalité des données. Par contre, tous les jours, par contre, on a besoin de sauvegarder quand même. Donc tous les jours, on fait un deuxième répertoire ou un autre fichier, une archive, avec simplement les fichiers qui ont été modifiés entre la sauvegarde du week-end, entre les données qui sont présentes dans la sauvegarde du week-end et les données qui sont présentes sur le disque dur. Comme ça, si un jour on a besoin de récupérer les données, on peut aller piocher dans l'ensemble de la sauvegarde et en recopiant les données incrémentielles, on arrive à obtenir les données de la veille. Je pense que j'ai été relativement clair. Voilà. Donc, c'est des sauvegardes donc, qui sont relativement courantes. Alors maintenant, mais qui sont assez longues à la remise en place du système, puisqu'il faut déjà prendre la sauvegarde du week-end et recopier, réécraser toutes les données de chaque jour. Donc le J+1, le J+2, le J+3, le J+4 et ainsi de suite. Donc la remise en place du système peut être assez longue. Voilà, deuxième chose aussi, quand on cherche des fichiers, c'est relativement long à chercher puisqu'il faut chercher dans tous les répertoires. Ce qui est un peu plus embêtant par rapport à la complète ou ainsi de suite. Les systèmes de sauvegarde permettent de rebalancer tout. Enfin, si tu casses le vendredi, tu restaures le dimanche, et puis ton logiciel il va te mettre le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Mais il va prendre du temps quand même. Oui, d'accord. Puisqu'il faut quand même le faire sur le système. Dernière, donc, une autre type de sauvegarde a été mise en place, et là, elle est basée sur des systèmes de différentiels qui recopient les données. Donc le principe est de recopier en fait à la dernière jour de sauvegarde, mais toutes les données.
Donc le dernier jour de sauvegarde contient toutes les données du disque dur. Donc à l'instant de la sauvegarde, donc par exemple à minuit, à 10 minuit, le dernier répertoire de votre sauvegarde contiendra toutes les données qu'il y avait à minuit sur votre disque dur. Par contre, lors de la copie d'un fichier, par exemple un fichier, on imagine qu'un fichier a été copié entre J-1 et J0, le jour de sauvegarde, on copie le fichier qui avait présent sur la sauvegarde, on le copie dans un répertoire. Ce qui nous permet d'avoir une copie du fichier à J-1. Donc là, cette fois-ci, les données sont à l'envers, c'est-à-dire que dernier jour on a tout, et après, les jours avant contiennent en fait les sauvegardes des fichiers qui ont été modifiés les jours d'avant. Et c'est laquelle, celle-là? C'est la décrémentielle. La décrémentielle. Okay. Voilà, puisqu'on va à l'inverse. Okay. Ce qui fait que si on a une grosse panne et qu'on a besoin de tout recopier les données ou la dernière version du fichier, et bien là il suffit de regarder dans la sauvegarde à la veille et on tombe directement sur le fichier. Et deuxième chose aussi, par exemple si on a des systèmes de type Unix où on a bien fait nos sauvegardes, on peut carrément prendre le disque dur et le monter directement dans l'ordinateur. Le système peut partir, par exemple si les disques durs ont bien été cloisonnés entre systèmes et données, on peut repartir directement avec le disque dur de la sauvegarde, directement en production. Peut-être le disque dur est un peu plus lent, mais au moins on peut remonter très rapidement le système derrière. Petit désinconvénient, pardon, c'est à cause du décrémentiel. Tu détoues. Voilà. C'est que par contre, quand on veut remonter dans le temps, ça devient beaucoup plus compliqué. Puisqu'effectivement, si il faut remonter jusqu'à la dernière version dont on avait besoin. Donc il faut se reprendre à J-1, J+1 ou ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on trouve les données dans l'état. Par exemple, si c'est un fichier qui est modifié tous les jours, il faut remonter J-1 à J-2 jusqu'à la version dont on souhaite. Voilà. Ça a un énorme avantage quand même aussi, c'est qu'on sauvegarde plus de données. C'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de faire une complète de temps en temps. On ne fait plus que des différences tous les jours. Donc une fois qu'elle a été faite, on peut considérer que si par exemple la sauvegarde est très longue, notamment par exemple en externe, on peut par exemple imaginer qu'on a un énorme volume de données, mais qu'il y a, on va dire cette fois-ci 20 gigas qui se modifient tous les jours. Et bien cette fois-ci on prendra un disque dur, on emmènera sur le nouveau site, on fera une copie totale et on fera une différentielle tous les jours. Ce qui nous permettrait d'avoir que si vous avez une incrémentielle, le problème c'est que tous les week-ends, il faudra emmener le disque dur sur l'autre site. Si vous faites une décrémentielle, vous n'avez plus ce problème-là. C'est-à-dire que ça sera que les différences qui vont transférer sur Internet, sur l'autre site, le site de sauvegarde. Donc c'est des sauvegardes qui sont maintenant les plus utilisées, c'est les décrémentielles. Voilà. Donc c'est celle que vous conseillez, vous, dans le cas d'entreprise? Alors, selon les usages? ne regarde pas ce dont il parle, j'y comprends jamais rien. Moi j'ai un système de sauvegarde, je lui dis je veux ma sauvegarde à la date du 15 mai, il me sort la sauvegarde à la date du 15 mai, point barre. Et il fait sa sauce interne, que ce soit incrémentiel, différentiel, enfin bref, il fait son truc et je récupère le truc à telle date. Ce qui fait que du coup je me suis jamais creusé le sujet, et quelles que soient les explications que je lis, que j'entends, que j'écoute, chaque fois je finis par mélanger. Nous on fait tout le temps du Comme vous avez le nez dedans, ouais, c'est du décrémentiel, ouais, tout le temps. Décrémentiel? Ouais, décrémentiel tout le temps. Ouais. C'est plus Au niveau de pratique. l'usage, c'est plus pratique Voilà. pour une entreprise. ce qui Voilà. permet de repartir le plus vite en production en fait. Ok. Ouais, exactement. Surtout ça. Et si on n'a pas de place, on fait la différentielle pure, voilà, où on sauvegarde que les différences, sachant aussi que pour une sauvegarde externe, on n'a pas toujours besoin, si on n'a pas trop de place sur les disques durs, on n'a pas toujours besoin de garder une historique à distance. Puisque c'est toujours embêtant d'aller à distance chercher les fichiers dont on aurait besoin parce que quelqu'un a supprimé ou un répertoire. Imaginez que quelqu'un sauvegarde un répertoire par erreur d'un gros fichier vidéo ou des grosses données et qu'il y a 110 gigas à aller chercher, il va mettre 2 jours à le récupérer sur une sauvegarde externe. Donc il vaut mieux faire la différence en local, sur un disque dur, un vieil ordinateur, un vieux serveur par exemple en deuxième vie, sauvegarder toute la différence, toute l'incrémentielle, toute l'historique sur ces données-là, ne transférer
que la différence sur un site externe. Et là, vous avez comment dire, une qualité de service avec une qualité de reprise de données en cas de problème, et une sécurité qui est quand même impeccable. Voilà. Si je comprends bien, une décrémentielle, ça revient à construire une complète tous les jours, mais qu'avec des petits bouts. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et de garder les bouts qui ont changé. Voilà. Garder les bouts qu'on a changé en archive. En archive. Enfin, en archive, en historique. C'est exactement ça. Donc effectivement, c'est ce qu'il y a de plus rapide. Alors Voilà. moi, je comprends pas la différence entre la différentielle et l'incrémentielle. Alors, T'en veux une couche en fait, c'est ça? Non, mais je me dis que... La différence. C'est pas évident. la différence, en fait, elle est relativement simple. C'est que l'incrémentiel est une différentielle dans un sens. Oh, Plus simple. Dans ton répertoire de sauvegarde, Ouais. en différentiel, tu vas te retrouver avec un répertoire par jour où tu n'auras que la différence. ouais, ça ok. Et Ça veut dire qu'il faudrait que tu additionnes toutes les différences pour arriver à la complète. Grosso modo. Ah, alors que l'incrémentielle, elle incrémente les choses dans la donnée, c'est ça? Non, non, non. C'est la Dans décrémentielle. tous les cas, c'est la Si décrémentielle. tu prends un qui- exemple, qui c'est prend- un fichier complet. Un fichier, tu as modifié un fichier Word tous les jours. Ouais, voilà. Un On exemple prend simple. cet exemple Ouais, simple. ouais, Dans le cas d'une différentielle, tu vas Ouais. balancer que ton fichier est modifié à chaque fois. ok, ouais, d'accord. Relativement simple. Et puis on va le récraser dans le nouveau média. Et si on a plusieurs médias, c'est là qu'on va avoir notre historisation. Ouais. Par plusieurs médias. Mhm. On est d'accord. C'est Ouais. le fait de changer de média qui va faire que tu vas garder une historique de tes données. Mm. Ok. Donc on ne change que les différences. Donc sur Internet, c'est nickel, puisqu'on n'envoie que le fichier, le nouveau fichier, et donc où la différence à l'intérieur du fichier, donc les blocs qui ont changé, on reste dans assez peu d'envoi, on n'envoie que les différences. Mhm. L'incrémentiel, ces données, donc cette différence qui ont été envoyées, Mm. et ben on les met dans un nouveau répertoire et on stocke que ce nouveau fichier dans un autre répertoire. Donc ça permet de garder sur le même média. toutes les Par versions. contre, Ok. à un moment donné, Ça commence à m'en- voilà, m'intéresser. à un moment donné, il faudra sur ce média-là Ouais. qu'on a bien copié toutes les données, Ouais, l'ensemble des données, donc une complète. ouais. Donc en gros, on peut dire qu'une incrémentielle, c'est une complète à un instant T, et des répertoires contenant toutes les différentielles. Ça nécessite aussi un média volumineux. C'est volumineux, ce qui va très bien avec le disque dur, par exemple. Oui, mais mal avec les bandes. Très très mal avec les bandes. Voilà. Donc ce système-là donc permet. Et la décrémentielle, c'est l'inverse. Ok, ouais. La décrémentielle, par contre, j'ai bien Ouais. compris cette histoire. Ok. Oh, mais Ça, c'est loin d'être simple. Faut... Ah non, ça c'est un truc, moi ça me retourne le cerveau à chaque fois. Voilà. Surtout quand on recherche les fichiers. Oui, voilà. Je te dis, moi c'est pour ça que. Voilà. l'idée Dans les de dire- décrémentiels, les outils de recherche de fichiers, c'est un bonheur. Moi, ce que je me demande, c'est comment dans la décrémentielle tu notes le fait qu'un fichier a été supprimé. Moi pareil, il est présent, il est plus présent en fait dans la dernière version, mais par contre il est stocké dans le fichier d'avant, dans le répertoire d'avant. C'est des propriétés. Par exemple, Ok. à J-1 il était présent, Et un fichier qui a été créé. Un il ne sera pas présent à J-1, mais il sera présent sur la dernière sauvegarde. Il est pas Mais il ne sera pas sauvegardé. présent comme s'il n'avait pas été modifié. Non, parce qu'il n'est pas sauvegardé dans la différence. Je veux dire, qu'il n'ait pas été modifié ou qu'il ait été créé, finalement il ne sera pas présent à J-1. Non, il ne sera pas présent à J-1. Par Parce que contre, J-1, il n'existait pas. il n'existait Oui. pas. Mais donc tu perds l'information de savoir si c'est juste qu'il n'a pas été modifié ou Donc s'il il a été n'était pas créé. présent, tout simplement. Ah, on ne sait pas s'il a été, effectivement, on ne sait pas s'il a été créé ou pas modifié. Voilà. Mais il ne sera pas présent à J-1 ou à J-2. Oui, voilà. Oui, D'où les systèmes, d'où la complexité de la chose et les outils de recherche. Par exemple, on utilise énormément les outils de recherche, donc les Oui, différents find et ainsi de suite, et outils de recherche avancés qui nous permettent de retrouver un fichier. Donc par exemple, un nom de fichier, on lance le nom du fichier et automatiquement le système va nous retrouver toutes les versions qu'on a trouvées de ce fichier-là. Avec Voilà. les nouveaux systèmes de sauvegarde quantique, en fait, il y aura des boucles de rétropédalage où le fichier apparaîtra avant d'être créé. Donc en fait, on sera tranquille. Alors là, Oui, Marty. T'es dans Star Wars un peu, toi, non? Non, c'est Retour vers le futur, tu sais bien. Oui. Le fichier arrive avant d'être parti. Tu sais. Puis après, on rentre en skateboard et les. C'est ça. D'accord, anti-grave. je te laisse terminer. Allez, c'est pour moi la conclusion. Ce sur quoi on voulait mettre l'accent, c'est que tout système informatique plantera. Ouais, on va citer beaucoup. C'est sûr, c'est certain. Certain. C'est juste une question de temps. C'est certain.
c'est même pas un mode paranoïaque, hein, c'est vraiment là parce qu'on me dit souvent que j'aime bien sortir mon mode paranoïaque, mais non, ça c'est juste une constatation. Et que voilà, la sauvegarde, quand on conçoit, quand on achète un portable qui est la base de conception d'un système d'information, jusqu'au truc qui va être réparti sur 12 bâtiments avec 2500 collaborateurs, que ce soit voilà, dans n'importe quelle échelle de grandeur d'un système d'information, la sauvegarde est quelque chose qui doit être pensé tout de suite, qui doit être à l'esprit au minimum. Traiter, c'est encore mieux, je dirais. Après, effectivement, pour la personne qui a son poste informatique toute seule dans un bureau, machin, etc., peut-être qu'une clé USB qu'on ramène à la maison, ça va parce que le portable va suivre. Ou alors on ramène le portable à la maison, la clé USB reste là, et puis le lendemain on fait la même chose dans l'autre sens. Enfin bref, il y a 1001 organisations qui coûtent rien et qui permettent de faire des choses relativement simples. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Ça coûte pas forcément des 100 et des 1000, et ça peut vraiment sauver un business, quoi, hein. On a volontairement pas voulu faire de l'alarmisme comme peuvent le faire certains en disant 5 entreprises sur 6 qui ont eu de la perte de données au coulé de 2 ans qui suivent. Je suis désolé, mais dans les 2 ans, ça peut être la perte de données, comme ça peut être une faute de gestion, hein, ça peut être tout, n'importe quoi. C'est des chiffres qui veulent pas dire grand-chose, on aurait pu sortir des stats à n'en plus finir. C'est pas le but, mais voilà, ayez ça à l'esprit vis-à-vis de vos données, parce que quand on doit refaire même une semaine de boulot pour quelqu'un, c'est juste, ça énerve profondément et ça coûte cher. Voilà. En plus, Pour économiser 2 clés USB, je trouve ça dommage. D'accord. J'insisterai aussi pour les particuliers, parce que nombreuses fois j'ai eu des copains qui avaient des gros soucis parce qu'ils n'avaient pas fait de sauvegarde, et ça a été la catastrophe parce que il y avait les photos du ch'ti quand il était ou de la maternité, et que ces données ont été perdues. Ça m'est arrivé bon nombre de fois, donc je dirais il y a des systèmes tout bêtes, effectivement, comme clé USB, disque dur externe. Mais encore plus simple, petit logiciel gratuit. on trouve plein d'espaces de stockage cloud pour ce genre de trucs, avec possibilité de publier les photos, pas les publier, etc. Je vais pas citer de marque, je pense que tout le monde a des exemples en tête. C'est pas ce qui manque, on peut avoir X gigas pour gratuit et puis un peu plus pour 50 € par an, un truc comme ça. À la rigueur, voilà, pousser là-dessus, c'est pas bien méchant, tant que c'est des photos, tant que c'est pas des secrets industriels, tant que c'est pas tout ça. Après, il faut pousser les choses dans le cloud, il faut effectivement se poser la question de la valeur marchande de la donnée. Voilà. Mais ça, c'est un autre débat. Quelle est la fiabilité du cloud? Les limites contractuelles? La fiabilité. Oui, mais justement, c'est le contrat. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que sur la plupart des contrats de trucs gratuits, si on vous détruit vos données, vous pouvez rien dire. Voilà, vous prenez vos dents et puis vous rentrez chez vous. Après, sur La propriété des données aussi. sur la question de la propriété des données, d'où la valeur marchande des données, de leur propriété. Après, je pense que si un gros acteur du cloud perd toutes les photos de tout le monde, à mon avis, il peut juste fermer son service parce que plus personne ne reviendra jamais dessus. Donc, c'est aussi dans son intérêt de faire ça. Mais le mieux, ce serait encore de lire effectivement les contrats qui sont associés à tout ça. Je suis d'accord, il faut être particulièrement motivé et particulièrement bilingue aussi, surtout. Mais il y a des petits acteurs du cloud qui savent vous fournir des contrats en français et clairs et simples, dont je fais partie. Et voilà. Mais par contre, effectivement, nous, on ne sait pas faire de service gratuit. Alors, à voir après ce qui. On garantit, mais on ne fait pas gratuit. Mais Comment dans tous les on cas, dit, quand c'est gratuit, c'est le produit d'une part, et puis d'autre part, il y a gratuit et gratuit, il y a gratuit légal, puis il y a gratuit qui est uniquement moins. Rappelons-nous Méga, c'était quoi Méga, c'était il y a 2 ans, 3 ans. Méga Upload. Méga Upload, Ouais. la quantité, il y a des pros qui ont hébergé leurs données là-dessus, et puis du jour au lendemain, salut, au revoir, terminé, rideau. Voilà. Ouais. Et ça a couillé, sévèrement. Il ne faut pas oublier que le gratuit, par définition, ne vaut rien. Marchande du gratuit, c'est 0. Donc voilà. Bon, c'est pas un modèle sur lequel on a été intéressé nous, mais disons il faut comprendre que ça remplisse ça. C'est gratuit en première vue. Moi, je suis chez Orange. Il y a 50 gigas de cloud gratuit, ce qui n'est pas négligeable. Mais bon, après, je vois ce que je paye tous les mois pour la box. Tout le reste. Voilà. Oui, non, mais Voilà. exactement. Ça, c'est du. Oui, voilà. Ça, C'est inclus dans un autre service. Voilà. Ça, c'est un petit peu différent, mais faut quand même se dire que des gigas gratuits comme ça coûte quand même cher.
On a un data center. Bah, mine de rien, parce que c'est des gens qui doivent automatiquement, effectivement, au moins répliquer leurs données sur deux sites, avoir une sauvegarde, etc., l'historique, machin, etc. Voilà, donc, Par photo, il y a des coûts Donc, associés. on n'oubliez revient pas. à ce que tu disais tout à l'heure, on peut se poser la question de que deviennent les données. Ouais. Et donc la valeur marchande de ce que je vais poser dessus. N'oubliez pas aussi une chose, c'est qu'une donnée, si elle veut être correctement répliquée, ou voire sauvegardée, voire répliquée, c'est-à-dire qu'on va la multiplier au moins 3 fois. Au niveau de la Au moins. sécurité. Au moins. Non, c'est pas tellement le problème, mais c'est qu'il faut 3 fois plus d'espace disque que ce qu'on va poser. Oui. Donc Après, forcément, le coût, c'est vrai que moi j'ai... Après, l'espace disque traditionnel devient tellement ridicule que. Enfin, Mais bon, il n'empêche quand même que dans les faut le payer entreprises, quand même. des entreprises, moi j'ai de temps en temps le débat avec les utilisateurs qui veulent pas faire le ménage dans leurs données, qu'on sauvegarde n'importe quoi. Il ne faut pas oublier que quand on sauvegarde la pub, des mails de pub ou ainsi de suite, c'est l'espace final utilisé par les données est multiplié par 3, voire 4 si on augmente le nombre de sauvegardes. Donc il ne faut jamais l'oublier, même si les disques durs effectivement descendent rapidement, et pour des petites structures ça peut être quand même des coûts importants, surtout voilà. Ouais, bon, un budget disque dur qui est pas négligeable. Voilà. Donc c'est des petites choses comme ça, voilà. C'est des petites choses, mais dans tous les cas, sauvegardez. Voilà. Comment est-ce qu'on apprécie la qualité d'un support, la durabilité? Avec le temps. Oui, mais est-ce qu'il y a des Du coup, tests? c'est la mauvaise surprise. Est-ce qu'il y a des tests, des marques qualité? Bah, normalement, on peut trouver des référentiels un petit peu de qualité en cherchant sur internet rapidement. Après, typiquement, c'est ce qu'on disait, c'est qu'il y a des médias qui ont des qualités qui sont relativement égales et d'autres qui arrivent à des écarts pas possibles. Généralement, je dis bien généralement parce qu'en technologie c'est pas toujours vrai, le coût a tendance à aller de pair avec la qualité. Typiquement une clé USB, entre une clé USB de 16 Go à 5 € et celle qui en vaut 15, on peut partir du principe que celle qui en vaut 15 est de meilleure qualité. Par contre, le rapport qualité-prix sera peut-être moindre. Je sais pas si je me suis fait comprendre. C'est-à-dire que l'augmentation de la qualité est pas linéaire avec le prix, quoi. Voilà, parce que celle qui est de qualité, elle a un cryptage intégré, elle a, bon, tout le monde, enfin, personne ne sait utiliser le cryptage intégré des clés USB, la plupart en ont maintenant. Mais elle a une petite sérigraphie sympa, elle a un look coloré, machin, etc. Ça, c'est des fonctionnalités dont on ne se sert pas. Enfin, bon, voilà, c'est agréable à l'œil, mais ça fait pas la qualité intrinsèque de la clé. Mais généralement, voilà, c'est quand même. Ça veut dire qu'ils ont, enfin, tant qu'à faire payer une clé USB, ils ont préféré mettre un chip de mémoire à l'intérieur qui est un tout petit peu plus costaud, qui tient mieux les températures, des choses comme ça. Après, voilà, ouais, c'est aussi la qualité, quelque part, si les sauvegardes sont bien faites tous les jours, la qualité du média importe moins. Puisque si effectivement le média de sauvegarde se casse la gueule et on ne peut plus faire les sauvegardes, on a encore toujours le média d'origine pour refaire une copie. Donc c'est un peu le même principe que les avions à biréacteurs. Ce qui importe beaucoup, c'est la sécurité du vol. Donc si un réacteur se casse la gueule, on a toujours moins de chances d'avoir les deux qui tombent en panne que d'un seul, sur un monoréacteur. Donc de toute façon, effectivement, le média, il y a une question de coût et autres, mais même si on achète, on veut minimiser les coûts en achetant des médias pas chers, c'est toujours mieux de bien faire ses sauvegardes, et encore plus si on a un média de sauvegarde qui est pas cher. Oui, je suis d'accord. Le corollaire de ça, j'aurais tendance à dire, enfin c'est peut-être plus un débat, mais j'aurais tendance à dire il vaut mieux avoir, on reprend le cas des clés USB ou des disques externes ou je sais pas quoi, mais je préfère quelqu'un qui aurait une clé USB à jour sur laquelle il fait des sauvegardes régulièrement, que d'en avoir 4 ou 5 sur lesquels au bout d'un moment il va plus savoir quelle est la dernière version, est-ce qu'il a fait le truc, etc. Donc typiquement il vaut mieux avoir une bonne sauvegarde que plein de mauvaises, quoi. Je pense qu'il n'y a pas photo. Parce que quand on veut faire de la restauration, il nous faut les donner à jour, le plus à jour possible et le plus disponible possible, quoi. Le jour où on a un problème, on en reprend une autre. Voilà. C'est clair. On la change. Là, on peut se permettre, quand il y a un souci, on prend la clé, on la jette. Au prix actuel d'une clé USB, c'est pas un énorme problème. J'ai fait 60 Go pour 30 €. Oui, non, c'est pas. Et je suis sûr qu'on peut trouver des petits outils sur internet, j'ai pas d'exemple malheureusement, mais des petits outils qui permettent de tester la clé USB, j'imagine. Ouais. Une fois par mois, on met la clé USB dans le lecteur, on lui dit vérifie-moi la clé, il va s'amuser à lire toute la clé, Je cherche vérifier que. Oui, voilà, tu vois, ça se perd bien, hein, les clés USB. Elle est sur le bureau.
Elle doit être. Elle est J'ai dû la ramener là-bas. Question de cuisine technique, quand vous montez un serveur très critique, est-ce que vous poussez le vis à prendre des disques durs à volume identique mais de marques différentes et de modèles différents pour éviter les séries identiques qui seraient soumises à... Est-ce que vous le conseillez, enfin bon, ayant déjà eu le problème Sur du très critique, oui. Ouais. Sur les très critiques, oui, je vais même te pousser le vis jusqu'à dire qu'on les démarre à plusieurs jours d'intervalle. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre phénomène dans les disques durs qu'on appelle la mortalité infantile. Je suis désolé du terme, mais c'est le terme. Mortalité infantile qui fait qu'un disque dur va mourir dans les 30 premiers jours d'exécution. Il y a des séries comme ça qui ont des taux de mortalité infantile qui sont absolument hallucinants. Du type, on a des taux de retour de 10% dans les 30 premiers jours de fonctionnement du disque dur. On parle de disques durs qui tournent en permanence, 24 heures sur 24, des disques durs de serveur, quoi, hein. Donc effectivement, la logique, ce serait de les démarrer à des distances, enfin dans des temps, soit faire la même série et les démarrer en décalé, de toute façon, qu'ils n'aient pas tous le même nombre d'heures. Comme ça, on sait que la série machin, si elle tombe en panne, quand le premier tombe en panne, on a les 15 jours de débattement pour vite racheter une paire, quoi. Voilà, grosso modo c'est ça. Ou en tout cas pour le remplacer, parce que sur ces serveurs-là, généralement, on a toujours un disque de remplacement qu'on va pas aller acheter et qu'on a en stock. Enfin, on va, crac, on change et puis ça reconstruit. Il y a aussi une chose, c'est qu'on arrive sur des... tout à l'heure, on parlait de RAID, justement. La protection contre ça, c'est le RAID. En tout cas, le RAID 1 et le RAID 5. On va prendre le cas le plus simple. RAID 1, mise en miroir de 2 disques durs. Sur des disques durs de 4 Tera, on commence à avoir des probabilités. Lorsqu'on en a un qui tombe en panne, la probabilité, même si on vient le changer tout de suite, il faut relire l'intégralité du premier pour réécrire les données et avoir un état consistant entre les deux. Hein, ce qu'on appelle faire une resynchronisation entre les deux disques. Ça va prendre, sur 4 téraoctets, ça va prendre tellement de temps qu'on a une probabilité qui devient non négligeable que le deuxième disque dur casse avant que le premier ait construit. Dans ce cas-là, on perd les données. Sur la même série, d'accord. Sur la même série, oui ou non, même pas forcément. Même modèle, même série. Même pas forcément, parce que... Quand tu dis beaucoup de temps, c'est de l'ordre de la dizaine d'heures. Non, c'est de l'ordre de la semaine maintenant. C'est de l'ordre de la semaine. Ouais, c'est pour ça. Tant qu'on était dans les 24 heures de reconstruction, j'ai envie de dire la probabilité était vraiment très très faible, quasi négligeable. Les disques durs de 4 Tera sont des disques lents, un grand maxi à 7200. Oui, voilà. Donc ça veut dire que c'est des disques très gros et lents. Donc, donc du coup, à les répliquer, c'est relativement... Ah, donc il y a aussi une histoire de rapidité du disque dur qu'on achète en plus. Ouais, mais là on rentre dans des cas particuliers de RAID qui ne sont pas de la sauvegarde, c'est de la continuité d'activité. Et là on parle de 4 Tera, ça fait quand même une grosse quantité de données à sauvegarder. On commence quand même... ça commence à faire. Des serveurs, grosse base de données. 4 disques à... 4 Tera sur des bases de données, là non, on est carrément à très grosse base de données. Ouais, là c'est carrément indécent là. Par contre, de la sauvegarde de fichiers, oui, on peut arriver à 4 Tera, mais c'est déjà gros aussi. Des plans d'architecte, des choses comme ça, oui, ça peut vite... J'ai une question, disons, voilà, je suis une entreprise, j'ai une vraie problématique, je me rends compte que j'ai une vraie problématique de sauvegarde de données, mais j'ai pas de service informatique dans mon entreprise, je ne sais pas comment mettre en place un plan de reprise d'activité. Quelles sont les possibilités qui s'offrent à moi? Eh ben, il faut contacter un prestataire dont c'est le métier. Vous en avez 2 là, en l'occurrence, mais il y en a d'autres en Franche-Comté. Et donc les PRA peuvent être faits donc, par des prestataires et pas forcément par le service informatique d'une entreprise. Ah, bien sûr, d'ailleurs tous les gens qui n'ont pas de service informatique sont fortement encouragés à aller voir au moins de temps en temps un informaticien, enfin un prestataire qui fait ce qu'on appelle de l'infogérance, donc de la gestion de parc informatique, pour adresser éventuellement tel ou tel point. Il y a plusieurs solutions. Il y a effectivement des solutions qui permettent de prendre un parc informatique en régie pour un prestataire, donc de faire l'informaticien de la boîte là où il n'y en a pas, parce qu'effectivement, un informaticien à temps plein, quand on est 12, ça ne justifie pas trop. Ou alors, effectivement, d'aller voir un prestataire ponctuellement pour un job de PRA, un job de mise en place d'un serveur ou autre. L'idéal étant d'avoir un maximum de suivi, mais c'est un budget aussi qui n'est pas forcément compatible avec tout le monde. Bref, on va essayer d'être souple à ce niveau-là. C'est clair. C'est pareil, on peut prendre l'exemple des plans d'incendie. Donc les plans d'évacuation sont souvent faits par les architectes, une fois pour toutes, et utilisés par les pompiers de la tour, ainsi de suite. C'est pas toujours l'informaticien local qui met en place les plans de reprise d'activité. C'est souvent le concepteur du système qui est souvent un ingénieur qui peut être dans la boîte mais qui peut être dans le siège par exemple. On a beaucoup de sociétés aussi dans le cas des groupes, oui. Voilà,
où le système a été mis en place par un ingénieur qui est présent sur toute la France, et par contre les informaticiens locaux, les techniciens qui les maintiennent, eux, ont les plans de reprise d'activité. Donc c'est souvent des choses effectivement qui peuvent être donc distribuées entre plusieurs personnes, d'où l'intérêt de les écrire, puisque la connaissance au moins elle est fixée à un endroit donné. Voilà. On en revient au bon vieux principe d'un prestataire externe. Hein. Pose des... Tu parlais des plans incendie, pose des extincteurs dans une entreprise, plus ou moins obligatoire aussi. Tout le monde n'a pas un pompier dans chaque entreprise. Donc on paye à des gens dans ce métier. Ouais, voilà, c'est exactement la même logique. Voilà. Fait le tour des questions? Twitter, c'est bon? C'est bon, Twitter. Bon, Bon. on a eu des petits soucis pendant l'atelier. J'ai une question, vous n'aurez pas forcément de réponse, mais... Vas-y, C'est- on a l'habitude de pas avoir de réponse à des questions. Ouais, non, Surtout quand c'est quantique. Ouais, surtout quand c'est quantique. Régulièrement confronté à des gens qui prennent le sujet un peu par-dessus l'épaule, quoi, et puis qui se disent oui, oui, non, tout va bien, bien sûr. Puis si on gratte un petit peu, on se rend compte qu'effectivement il n'y a rien, ou tellement peu, ou que c'est fait tout de travers. J'ai encore pas trouvé le moyen Je ne m'attends pas à le trouver parce qu'à la limite je pense qu'il n'y en a pas, c'est le facteur humain, mais bon, comment est-ce que vous arrivez à convaincre, si vous y arrivez, Alors, convaincre vos clients de faire attention à ça et d'y passer, pour si vous y arrivez, hein, pour ce qui est mon cas, quand je suis justement en gestion de parc informatique, je l'impose. Mhm. Ça fait partie de la prestation d'office. C'est-à-dire qu'il c'est pas une option. Et dans 9 cas sur 10, quand je vais chez quelqu'un que je ne connaissais pas avant pour parler sauvegarde, c'est parce qu'il a perdu des données. Donc, là tout de suite il est sensibilisé. je vais te dire, la meilleure façon de vendre de la sauvegarde, c'est attendre que les gens perdent des données. Ouais. C'est idéal. Ils sont d'une réceptivité, c'est exceptionnel. C'est cynique et réaliste. C'est très cynique, je suis désolé, mais... Un bon exemple, c'est ils perdent un fichier pas important. Et là, je vous dis, Ouais, avertissement sans frais. avertissement sans frais, imaginez que ce fichier, ça aurait très bien pu être ce fichier-là, qui est vital pour vous. Ils ont perdu une demi-journée, une journée de boulot. Voilà. La plupart, en général, se rendent compte de ça. Il y en a certains qui font quand même la forte tête et qui attendent d'avoir une vraie perte d'activité, mais voilà. C'est triste. C'est aussi pour ça qu'on se dit que ce genre d'atelier... Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il y a des petits logiciels voire gratuits. Un NAS dans sa PME, ça coûte pas une fortune. La sauvegarde des postes clients peut se faire de manière totalement automatique, transparente. Ouais, mais ça reste dans les locaux. On est d'accord, ça reste dans les locaux. Deuxième chose, il faut savoir quoi sauvegarder. Il faut savoir quoi sauvegarder. Ça, c'est un vrai problème aussi. C'est un vrai problème. Comment j'ai envie de te dire, c'est presque simple en fait. Oui. Presque la partie simple. C'est clair. Mais et imagine un utilisateur, est-ce qu'il sait exactement où sont stockées ses images, ou ainsi de suite. Il y en a beaucoup qui ne le savent La pas. sauvegarde, la mise en place de la sauvegarde, c'est pas tant un problème d'argent, de moyens financiers, de moyens techniques, c'est un problème de réflexion et de temps pour s'y mettre un peu. Exactement. Ça, je dis ça, c'est une manière de rassurer les gens qui nous regardent en disant c'est pas ça qui va vous coûter un bras. Non, a priori. Et il faut pas, c'est une assurance. C'est clair. On file jamais 80% de son chiffre d'affaires en assurance, c'est pas le but, sinon on arrête de faire son boulot. D'accord. Donc ça c'est pas le bon argument, il faut s'y mettre. Merci. Eh ben, merci à vous. Merci beaucoup. Merci.